Bon, allez, on regarde la partie d'hier. Bon, on avait déjà un peu vu l'ouverture, hein. Ouais, mais on va le refaire là, On parce va que le là, il y a refaire quand Jérôme qui même. arrive. Là, Maxime, le numéro 1 français, il a les blancs. Il y a les blancs, ouais. Et il joue E4, contre comme le d'habitude. numéro 1 du tournoi. Hum. Le numéro 1 du tournoi, c'était. Donc il a un nom à coucher dehors, là, Nepo Nianiachi, on n'arrive pas à le dire. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle tous Nepo. Donc Ouais. Nepo, il a les noirs, il a 1 point d'avance sur le français. Et il joue le petit pion en E6. Ouais, la défense C'est une française. française. Voilà, alors là déjà c'est déjà assez incroyable parce qu'il joue très rarement la française. Hein, c'est un joueur de Najdorf, de Sicilienne Najdorf, donc Voilà, donc nous on sait que Nepo, il joue souvent la sicilienne Najdorf avec les noirs quand son adversaire joue le pion E4 devant le roi. Et là, bizarrement, match ultra important, il joue contre le second du tournoi qui a 1 point de retard sur lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il change radicalement le premier coup qu'il joue habituellement. Et là, E6, c'est la française. Donc là maintenant, le français va jouer des coups assez vite, on peut dire. Il joue assez vite dans ces cas-là. ils vont tout blitzer, mais on peut quand même dire, je sais pas, si j'avais été son secondant, jamais je lui aurais fait jouer une française, c'est pas du tout. Enfin, lui il a un style dynamique, la française c'est plus un style technique et en contre, donc je sais pas, c'est un peu étrange, très étrange de jouer ça. Et je te dis, il est pas en forme ce Nepo, il sait plus où il est. C'est là où on va s'apercevoir. Non, mais là, t'imagines, il est dans l'avion, en train de rentrer chez lui, et il réfléchit à la partie qu'on va regarder en se disant j'ai fait n'importe quoi. Ça va le ronger pendant des mois et des mois. Il va revenir et il va tout perdre. Donc la française, c'est bien ça. Donc D4 et D5. Donc l'idée du pion E6, c'est de pouvoir reprendre du pion E en D5. Si jamais les blancs prennent, les noirs prennent, et la position est à peu près égale. C'est ça. Du coup, on a plusieurs variantes. Ici, on a cavalier C3 comme il a joué, on a cavalier D2, on a E5, la fermée, on a la prise, qui est la variante d'échange. On a encore d'autres petits coups, mais voilà. Donc tout ça, c'est des françaises. Là, il faut expliquer quand même aux enfants qui nous écoutent. Tous des variantes différentes. Et il y a plein. Ça c'est toujours une défense française. Mais on a à l'intérieur de la défense française des variantes différentes. Et les 4 flèches et les 4 coups qu'a montré Anthony, ce sont des variantes différentes. La variante d'avance, la variante d'échange, la variante cavalier C3, elle a un nom, ça peut être la win hour, un truc comme ça, non? Ouais, ou la variante Steinitz, ça dépend comment jouent les noirs derrière. La variante Steinitz. Elles ont toutes des noms un petit peu bizarres qu'on apprend au fur et à mesure, mais elles ont des noms. Et Maxime, il a choisi quoi, le français, comme variante? Il a joué KSC3, donc c'est une des plus agressives. Hein. Parce que KD2 est plutôt positionnel, E5 aussi. Là, on est plutôt dans l'agression, cavalier C3. Voilà, donc là, on a deux options. Soit il y a variante fou B4 qui a joué dans la partie, soit il y a le cavalier F6 qui sont les deux principales. Après, on a aussi des prends E4. Ça, c'est les deux manières différentes, enfin deux ou trois manières différentes que les noirs peuvent avoir de réagir. Et ça, c'est la variante qu'on appelle, je crois bien, Steinitz, quoi. Donc avec cette structure-là. Mais bon, ça c'est complètement autre chose. D'ailleurs, c'est plus dynamique et je pense que Nepo, il avait déjà joué des variantes comme celle-ci, peut-être, quand même, dans sa carrière. C'est possible. Peut-être je me trompe, mais il me semble. Et après, tu as la variante d'échange, où tu fais ça, et là, tu as différentes variantes, le plus connu étant KD7 pour faire cavalier F6, et reprendre du cavalier. Bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Il a joué fou B4, qui est la ligne la plus tendue. Fou B4, c'est là qu'on va dans les win-over, comme tu as dit. Ici, on a plein d'anti-lignes, hein. On a énormément de coups, on peut prendre, on peut jouer à 3. Attends, ça c'est important. Attends, Anthony, tu m'entends? Oui. Ouais. Là, on peut le dire maintenant à tout le monde, c'est qu'une fois que le fou est arrivé sur cette case en B4, oui. Ça s'appelle une win hour et ça sera une win hour jusqu'au bout de la partie. Bah, win hour, oui, quand il y a ça. Ça, c'est la position, on appelle la win hour, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit. D'habitude, c'est ce qu'on appelle la win hour. Après, tout ce qui est anti, il y a peut-être d'autres noms, mais que je connais même pas. D'accord, ça marche. Pour ce qui est A3, cavalier E2, je crois qu'il y a même dame G4 qui existe. Enfin, il y a énormément de coups, en fait. D'accord, il y a énormément de coups à ce niveau-là. Ok, ça marche. Voilà. Mais là, on rentre dans la win hour avec ça. Donc là, ici, il y a aussi d'autres coups que C5, mais C5 est le principal. On peut aussi transposer par un cavalier E7. Il y a des petites différences. Attends, la principale C5, ça revient là. Je sais pas si tu vois mes petits ronds. Oui. À part que je fais n'importe quoi là, je sais pas ce que je fais. T'as avancé. J'ai avancé.
Mais j'ai ma souris qui va pas bien. Là, tu peux m'entourer peut-être le pion C5 et expliquer l'histoire de ça attaque la base de la chaîne de pions. Oui, la base de la chaîne de pions. Et Structure de normalement, ce qu'on aime, c'est avoir le pion en C3. Et on peut pion. d'ailleurs Ouais. l'illustrer en revenant dans la variante d'avance. Bah, l'idée, c'est simplement sur C5 de jouer C3. Le seul inconvénient, c'est que Pour soutenir cette chaîne de pions, en fait. voilà. Le seul inconvénient, c'est ce cavalier temporairement. On a un peu de mal à développer ces deux-là. Parfait, c'est très Parce que clair. les noirs, après, ont des choses comme ça aussi. Voilà, donc c'est juste pour illustrer. Hein. Okay. Voilà, et là, après C5, voilà, on arrive dans le vif du sujet, on va dire. Là, c'est pareil, on a plein de coups, mais le coup normal, c'est A3. Enfin, plein de coups, j'exagère. On a une ou deux possibilités. Donc là, on attaque le fou. Le pion peut prendre le fou, donc il va falloir réagir, quoi. Oui, voilà, donc ici, on a deux options, soit fou A5. Je sais plus si c'était pas une variante qu'un Arménien jouait beaucoup d'ailleurs. Je me demande même si le nom c'était Vaganian, je crois qu'il jouait beaucoup ça. Et là, la variante principale, c'est prise. Voilà. Donc là, échec, obligé de reprendre la pièce, et on arrive dans cette fameuse position. Voilà, après, si on a beaucoup d'ordres de coups, un des spécialistes, c'est le russe Vityugov, il jouait beaucoup ça. À un moment, il y avait quelques autres joueurs qui étaient assez bons. Bon, l'idée principale, hein, c'est on donne le fou de case noire, mais on crée des faiblesses, donc Dame au blanc. Et notre idée, c'est plus tard d'échanger notre mauvais fou, là, qui est le mauvais parce qu'on a les deux pions fixés sur la même couleur. On veut l'échanger contre celui-là, et éventuellement, après, on peut jouer contre ce fou, enfin, contre ce fou C1. Donc, on cherche des idées comme ça. Sinon, on a des idées aussi dans ces lignes où on veut faire le grand roc. En fait, parce que souvent, les blancs avec le pion E5 veulent attaquer et le roi. Hein, parce qu'il y a l'espace, donc on voit bien que les blancs... Le roi, c'est à droite de l'échiquier. Voilà, on voit que ça donne plus d'espace. En fait, si on suit la structure de pion, en général, ça nous dit où jouer. Bon, c'est pas dans 100% des cas, mais dans la majeure partie des cas, on suit la structure de pion. Et quand on suit la base, on voit que la pointe, tu vois, la courbe, elle monte vers l'aile roi. Voilà. Ouais, vers l'aile roi, vers la droite de l'échiquier. Et donc pour les noirs, on a plusieurs plans. On a des plans avec petit roc, mais on a aussi des plans avec grand roc, où on peut contrer. Enfin, il y a quand même beaucoup de possibilités pour les noirs dans cette position. Et ici, il a joué cavalier O7, qui est le coup normal. Là, la ligne principale, c'est dame G4. Donc on a des variantes où on donne même les pions, des variantes comme ça, par exemple. On donne les pions pour ensuite prendre ici. Donc ça existe. Ce genre de variante comme ça, tu vois. Quand on dit ça existe, c'est que ça a déjà été joué, que c'est analysé par oui, là pour donner un ordre d'idée, en termes de parties, on a ici, rien que dans une petite base, il y a genre 1500 parties, tu vois. Mais il y en a beaucoup plus. Hein. Oui, pour donner un peu un ordre d'idée aux joueurs qui connaissent pas trop, on a énormément de parties jouées. J'ai moi-même joué ces lignes-là avec les noirs très très souvent. Alors ici, il a joué une sous-ligne, c'est H4. Donc là, ça peut paraître étrange pour un joueur qui débute, mais le but, c'est d'avancer pour créer une faiblesse, en fait. Simplement, si on va jusqu'en H6, on va obliger le pion G6 à s'échanger ou à avancer, et ça va créer des faiblesses sur case noire. Et en fait, quand on regarde, on a encore le fou de case noire, alors que l'adversaire a donné son fou de case noire. Ouais, alors attends, parce que là, ça va vite. Oui. Dites-nous dans le chat, nous on ne connaît pas votre niveau des échecs. Dites-nous si ça va vite ou pas. Hein. N'hésitez pas à échanger avec nous dans le chat. C'est aussi. Mais voilà, l'idée de H4, c'est vraiment d'avancer le pion, créer des faiblesses et de temps en temps sortir avec la tour. Tour H3, tour G3 ou tour F3. Mais explique cette histoire de faiblesse parce que c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est que si le pion arrive jusqu'au bout de la case, par exemple en H6, le petit pion noir qui est en G7, si tu peux l'entourer, va devoir réagir en fait. Oui, soit prendre, soit avancer. Quand lui il réagit, bah, on a potentiellement la case F6 affaiblie, clairement. Tu vois, ok. Oh, bon, on va le voir après, hein, si on avance la dame C7, H5, voilà. Si, imaginons, je vais jouer un coup bête, hein, je vais jouer un coup bête, là maintenant je te fais H6, si tu fais G6, ben voilà, on voit les trous sur case noire. Il y a des trous, c'est comme dans un gruyère, il y a des trous, et le fou des cases noires, des blancs, hein, donc le fou là qui est aujourd'hui sur la case C1, il va s'amuser, il va pouvoir venir embêter les noirs vraiment de manière flagrante. Ouais. Donc c'est ça qu'on dit quand il joue H4 et H5, Maxime Vachier-Lagrave, c'est il vient essayer d'affaiblir la structure en face, la structure de pion. Et si les noirs prennent, c'est un peu la même chose, hein. Il y a les deux pions faibles, les cases noires.
Je crois de souvenir que moi j'avais déjà regardé des choses comme ça où on laissait quand même pousser, mais c'est assez rare. D'accord. C'est assez rare. Je sais plus exactement dans quelle ligne, mais j'avais une fois laissé pousser. Bon, H6, c'est le coup normal. Le coup le plus logique au sens où on garde nos deux pions, donc côte à côte. Il n'y a pas forcément de grosses faiblesses. Ok. Là, il joue tour B1, un coup utile, un coup tour sur la colonne. Ça protège contre les idées sur le pion C3, tu vois, parce que bon, on a quand même cette idée-là, tu vois. Tiens, si la dame à un moment s'incruste, il y avait la tour aussi qui était attaquée. Donc tour B1, un coup utile, quoi, pour plusieurs raisons. B6. Donc là, B6, pareil, ça contre l'idée de la tour, hein, parce que la tour maintenant tape dans un pion qui est défendu par un autre pion. Et l'autre idée, c'est de jouer fou A6 pour échanger le fou de case blanche, comme on avait dit avant. Hein, donc si on échange fou de case blanche... lui, les noirs, ils aimeraient bien échanger effectivement leur fou contre le fou des blancs. Voilà, parce que si on l'imagine, si on l'imagine ailleurs, tu vois, enfin, si on le met en D7, il sert pas à grand chose. Il y a l'idée d'aller en A4, mais c'est pas, on le joue pas forcément dans cette ligne. Et sinon, aller en B7, bah, on tape dans notre pion, donc ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est trop passif, on va dire. Et là, les blancs donc jouent le thématique dame G4 quand même finalement. Et ici, il a joué tour G8. Voilà. Ouais, je pense que de base, on doit plutôt privilégier roi F8, mais vu ce qu'il a joué, mais bon, il a décidé de jouer tour G8. Là, quand la dame arrive en G4, elle attaque ce fameux petit pion en G7. Ouais. Et on sait que, on l'avait dit hier, mais on va le redire, le petit roc n'est pas une défense pour les noirs. Oui, petit roc pose un problème avec fou. Parce qu'on dit toujours faire petit roc, mettre son roi à l'abri, mais là, vous ne mettez pas votre roi à l'abri. Déjà, le fou peut prendre le petit pion H6 parce qu'il y a le clouage. C'est-à-dire que le pion en G7 ne peut pas manger le pion, le fou en H6, puisqu'il serait... voilà, merci pour les flèches, très clair, voilà. Et en plus, on va menacer de venir faire le baiser de la dame échec et mat. Donc autant vous dire que le petit roc pour les noirs n'est pas une solution sur le coup dame G4. Oui, donc c'est pas évident à jouer, donc il faut déconseiller ces lignes-là aux novices, hein, parce qu'on ne va pas roquer. Donc déjà, c'est un jeu très fermé, donc très compliqué à jouer. Et en plus on ne roque pas. Donc vraiment à ne pas jouer quand on débute aux échecs. Voilà, quand nous on débute aux échecs, on vous a donné plein d'idées de comment démarrer, on vous a expliqué comment sortir vos pièces mineures, mettre le roi à l'abri, on vous a expliqué plein de principes dans les vidéos du programme. Alors évidemment, vous comprenez que à très très haut niveau, les joueurs en Russie là qui sont en train de se battre pour le championnat du monde, eh ben ils ont débuté comme tout le monde un jour, mais à un moment donné, ils ont tellement maîtrisé, sont passés maître, grand maître et dans les meilleurs joueurs du monde. Eux, ils savent quand est-ce qu'ils peuvent un peu déroger aux grands principes ou pas. Ouais. Quand on débute, c'est sûr que c'est pas une bonne manière de voir les échecs quand on démarre. Ouais. Là, franchement, c'est pas évident non plus à jouer pour. Enfin, franchement, plus je revois la partie et plus je me demande comment il a pu faire ce choix d'ouverture avec les noirs. Ouais. Alors soit il a vu une ligne, je pense qu'il a vu une ligne que Maxime jouait qui lui plaisait et il voulait jouer ça. Ouais. Alors c'est possible qu'il ait vu que Maxime jouait par le passé cavalier D2, tu sais la française cavalier D2 au 3e, et qu'il avait étudié peut-être la variante avec C5 qui est réputée pour faire nul, c'est peut-être possible, et que du coup sur cavalier C3 il n'avait pas assez d'idées, c'est possible aussi. Après peut-être que Maxime a joué cavalier C3 dernièrement, je sais pas, je sais qu'avant il jouait beaucoup cavalier D2. Donc en fait ça peut venir de beaucoup de choses, mais le choix de jouer la française déjà peut paraître étrange. Allez, on continue. Tour G8. Fou B5 échec, donc là c'est une nouvelle idée, on n'a pas beaucoup parlé à part hier, c'est l'adversaire veut jouer fou A6, et en fait c'est un moyen de, pas forcément de l'empêcher, mais de poser un problème, et dans certains cas ça va l'empêcher. En faisant échec, soit l'adversaire met un cavalier devant, soit il met le fou, soit il bouge le roi. Et finalement, il n'y a aucune solution qui est très agréable à jouer. Par exemple, si on joue fou D7 et que le fou revient en D3, bah, le fou ne peut plus venir s'échanger. Et maintenant, on a des menaces de fou H7 avec dame G7, quoi. Donc c'est pas génial. Si on met le cavalier, on n'a plus fou A6, on n'a plus l'aide de fou A6. On n'a pas trop envie de mettre celui-là, parce que celui-là, c'est plus un défenseur de l'autre côté. Donc elle est le roi. Hein. Et puis on a déjà peut-être fou prend H6 qui passe, d'ailleurs, au passage. Donc ça ne va pas du tout.
Ça marche pas du tout, Du coup, c'est pas du tout évident. Il a fini par jouer roi F8. Et c'est là qu'on peut se dire, mince, tu vois, dans cette position, enfin, autant jouer roi F8, quoi. Bah oui, là, c'est bizarre de maintenant jouer roi F8. Donc là, maintenant, il pourra plus du tout roquer, ni du petit côté, il pouvait pas, ni du grand côté en ayant bougé son roi. Alors, à moins qu'il y ait un problème concret sur roi F8, mais je suppose que non. Je vois pas de choses qui gagneraient, en tout cas. De toute façon, il joue roi F8 au coup d'après, donc le fait d'avoir le fou en B5, ça change rien. Donc bon, il a fait ce truc tour G8 mais il l'a joué rapidement, hein. Il a joué rapidement. Et fou D3, oui, mais c'est très étonnant parce qu'après, il a eu une position où il savait pas quoi faire. Donc, comme je te dis, je pense qu'il avait préparé une autre variante. C'est le plus probable. J'y réfléchis après, hein, après coup, après la partie. Et après, peut-être je me trompe, hein, mais je me dis qu'il avait dû préparer une autre variante et celle-ci, il n'était pas au point, quoi. Ouais, je pense que tu peux avoir raison. Mais il y a quelque chose, moi, qui me choque, c'est que s'il avait préparé justement quelque chose qui ne s'est pas réalisé, hein, puisque le français a peut-être pas joué exactement la variante que le russe attendait, pourquoi a-t-il joué aussi vite ces coups-là? Parce qu'il y a aussi une part de bluff. Après, j'avoue que c'est surprenant. C'est peut-être qu'il avait des souvenirs. J'ai pas écouté l'interview. Je sais pas si toi t'as écouté l'interview. Il a peut-être dit quelque chose. J'ai écouté l'interview du français. Et le russe, non? Non, le russe, je lui ai envoyé un billet pour qu'il rentre chez lui, c'est tout, quoi. Non, peut-être qu'il a dit quelque chose à ce sujet, je sais pas. En tout cas, on est chauvin et on l'assume, hein, faut être clair. Parce qu'on peut checker là par rapport au book, juste pour voir, juste te dire quand est-ce qu'on perd toutes les parties. Bah ici déjà il n'y a plus que 7 parties, tu vois, dans le book ici, hein, il y en a peut-être plus ailleurs. Attends, explique, parce que là quand tu parles comme ça, personne comprend. Oui, dans le livre qu'il y a ici, là où on regarde la partie, il y a encore 7 parties dans cette position. Et après Dame G4. Attends, tu vas trop vite, je te promets, tu vas trop vite. Bah j'ai juste fait une phrase, quoi. Non mais le book, les gens ils comprennent, enfin moi je sais que... J'ai dit dans le livre, ça va. Oui, mais dans le livre, c'est quoi le livre? Quel livre? C'est la base de données des parties. Là, il y a des bases de données. Mais non, mais c'est important d'expliquer, Anthony, je te promets. Là, il y a des bases de données où on a toutes les parties qui ont été jouées au monde qui sont enregistrées. Et on peut regarder à n'importe quel moment, est-ce que cette position a déjà eu lieu dans des parties précédentes? C'est ça qu'on appelle le... Oui, c'est pour ça que je vérifie, pour voir, juste pour voir, pour avoir une idée. Ça peut nous donner une idée sur la raison pour laquelle il aurait joué cette variante. Et là, tour G8, on n'a plus qu'une partie par contre. Voilà. Les gens ont joué roi F8 ou cavalier F5. Donc on sait que c'était pas forcément une préparation et il a joué vite, un peu peut-être en mode bluff, on sait pas dire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir le moment critique, on va dire, de la partie va intervenir après. Oui, donc ça on avait vu hier en direct et qu'on va vous réexpliquer. C'est là où on va voir la puissance du plan et de la stratégie de Maxime. Oui, il a été très fort là. Donc fou à 6. Là on en a parlé déjà, mais l'idée c'est qu'il veut prendre. Imaginons que je joue un coup cavalier F3. En fait, il veut prendre et puis prendre. Et là, après, on a un problème sur la colonne. Hein. Ouais. Alors, on a un problème sur la colonne, ça veut dire que la dame, elle va rentrer dans le jeu. Par exemple, blanc. et ça peut poser de gros problèmes. Ça va poser plein de problèmes. Ça attaque la tour, c'est la deuxième rangée. Ceux qui ont suivi nos vidéos, vous savez que quand on est en capacité de pénétrer avec une tour ou une dame sur la fameuse deuxième rangée pour les noirs ou septième rangée pour les blancs, c'est souvent un avantage. Voilà. Ouais, du coup, ici, il faut prendre une décision. Et la décision classique, c'est de faire D prend C5 pour ouvrir la position. Pour la tour, notamment. Et donc, c'est ce qu'il a joué dans cette position. Il a joué D prend C5. Et bon, ça change tout au sens où si maintenant il prend, là on reprend, et c'est pas du tout la même position. Il n'y a pas de dame qui rentre. En fait, si la dame prend maintenant, là on peut juste développer et défendre, je pense, tranquillement. Et on n'a pas le problème de cette colonne C très très faible. On a aussi la possibilité de dire peut-être que le pion qui est en E5 n'était pas prenable. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé ça aussi. La cavalier E2. Même idée, ça défend, mais ça menace surtout du fou F4. Et on a cette pression ici aussi. Donc on peut montrer des variantes, mais si les noirs prennent, par exemple, fou F4 peut être un gros problème.
Parce que dame F6 serait forcé et on pourrait manger ici. Ça gagnera une pièce. Et du coup, c'est pas évident pour les noirs. Parce que défendre contre fou F4, pas facile. C'est bien parce que là, on voit quand même déjà, avec ces petites variantes que tu montres, évidemment, c'est pas comme ça que la partie s'est déroulée. C'était juste pour vous montrer que si vous vous posiez la question de pourquoi la dame va pas prendre le pion central pour faire échec, vous voyez aussi que cette fameuse tour qui en G8 là-bas, elle joue pas du tout. Ouais, ça lui pose un problème. C'est comme quand on est débutant, nous on aime bien expliquer comme ça aux enfants ou à ceux qui débutent, c'est que la tour on pourrait la prendre, la mettre dans la boîte, que ça serait presque la même chose. Presque, parce que quand même elle défend le pion G7, sinon on pourrait peut-être le mater. D'accord, mais grosso modo, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une tour a besoin de s'exprimer. Ouais. Et pour que les tours s'expriment, elles ont besoin de colonnes ouvertes. C'est ça qui est important. Ouais, et comme on va le voir après dans la partie, on peut déjà dire, en fait c'est... Quand on cherche un plan, des fois on a le plan juste en regardant les pièces de l'adversaire, et là en voyant tour G8 et roi F8, en fait les noirs sont bloqués, ils n'ont pas... En fait ils vont avoir du mal à finir le développement, et ce qui va nous permettre de jouer juste sur l'ouverture de position. Ça va permettre à Maxime, on va voir dans la partie, de jouer des petits coups d'amélioration tout en gardant toutes les possibilités, et Nepomniachtchi va lui-même compromettre sa position petit à petit, sous les bons coups de Maxime en fait, qui garde des possibilités et qui au bon moment tape comme il faut. Donc là, je vais prendre D3. Bon. Ouais, ça marche. Alors, donc c'est comme ça que la partie c'est. Oui, voilà, il y a peut-être d'autres possibilités jouables, mais bon, ok, on va aller voir. Hein, c'est pas... Je pense qu'on a assez expliqué ça. Et là, cavalier D7. Alors, un coup intermédiaire intéressant, c'est il reprend pas tout de suite parce que de toute façon, les pions ne sont pas défendables pour Maxime. Hein. Il faut de toute façon en rendre un, donc ça ne change rien. Bon, on peut redire que Dame 5, c'est toujours la même chose. Hein. Et ça ne résout pas le problème au sens où prise, il y a toujours ça. Il y a toujours le fou qui arrive en F4 et qui voilà. fait mal. Ouais. La seule qu'on avait dite, j'ai oublié, que toi tu avais dit peut-être il pouvait juste reprendre tout de suite, qui n'a pas l'air mauvais en soi. Hein. Ça c'était l'option dont tu avais parlé. Ouais. Et on n'avait pas vu de choses qui tuaient vraiment la partie. Je sais pas si... Bon, moi je te propose qu'on aille un petit peu plus loin dans la partie parce que c'est très important que ceux qui nous suivent là comprennent vraiment à quel moment c'est absolument magique. Oui, oui, c'est vrai. D4 donc, BC5. Ouais. Là c'est pareil, je suis pas sûr qu'il soit obligé de prendre tout de suite, mais il n'a pas de coup en fait. Enfin, il n'y a pas d'amélioration à part cette prise, donc... Prise. Et là, très bon coup de Maxime qui est Dame D1. Donc joue contre l'idée de rentrer en C2, hein, parce que ça menaçait toujours CD, Dame C2. Hein, entre autres, donc du coup il défend cette case. Oui, il revient, ça pourrait paraître être une concession quand on développe la dame et qu'on revient, mais là clairement c'est un coup qui est très très fort parce qu'il empêche les idées des noirs. Et les noirs, ils ont un problème, c'est cette fameuse tour là-bas avec le roi. Et toute la partie toute la réflexion du français va être de dire, toi, aux Russes, ton roi est à tour là-bas, tu vas pas l'emporter au paradis, c'est ça qui va causer ta perte dans toute la partie. Et c'est ça qui va faire. En fait. Et il y a ce cavalier qui est pas bon non plus. Hein. Mais bon, celui-là par contre, comme on l'a dit beaucoup hier, c'est le cavalier hyper important des noirs. Hein. C'est la pièce qui tient toute la maison. Hein. Parce que ça tient contre les attaques F4, F5. Hein. Donc ça tient la case F5 qui est capitale. Allez, c'est quoi le coup d'après alors? Oui, on pouvait juste dire un truc, vite fait. Oui, juste au sens, quand on dit qu'il est bloqué, on voit quand même que les blancs ne sont pas développés. Donc quand même, pour obtenir cette position, les blancs ont quand même concédé le développement au départ. Et là, en fait, quand il fait Dame D1, il annonce « Je t'ai créé des problèmes, maintenant je vais me développer. » Tu vois. Donc il dit « Prochain coup, je vais sortir mes pièces mineures, c'est-à-dire en gros le fou et le cavalier qui est en G1, il va falloir qu'il rentre en jeu. Quoi. Voilà, je vais sortir mes pièces. Et là, le russe joue Dame A5, qui a l'air intéressant. Parce que c'est la vraie case de la dame, normalement, hein, c'est pour attaquer là et là. D'accord. Fou D2. On a parlé du pion en prise qui est peut-être prenable, même s'il y a du jeu. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Et en fait, après coup, on se dit que peut-être, si c'était jouable, fallait le prendre à un moment. Tu vois? Parce que vu le déroulement de la partie... En tout cas, on s'est dit, en regardant la partie, qu'il n'était pas prenable. Mais il est peut-être prenable, hein. Non, on avait dit qu'il était pas prenable peut-être parce qu'il y avait du jeu, mais que le jeu n'était pas très clair. Donc là, en fin de compte, hein, ce qu'il faut que
Bah, ce qu'il faut comprendre en Voilà, fait, les gens sont plutôt débutants, hein, ceux qui nous écoutent. pour le joueur débutant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous Ouais. voyez que vous avez une position que vous pensez qui va être assez difficile à gérer, et qu'il y a les possibilités de prendre un pion et essayer de défendre derrière, il vaut mieux manger le pion et défendre si ça peut se défendre, si on voit pas pourquoi ce serait si clair si on le mange, plutôt que d'attendre et de souffrir dans une position qui de toute façon est mauvaise. D'accord? Donc Ouais. en fait, il y avait un jour Ivanchuk qui avait dit ça, je crois. Il mangeait un pion dans une partie, et à l'interview, il avait dit bah, moi, si je vois que je peux prendre, je vois pas pourquoi je pourrais pas prendre, je prends quoi. Oui, Et oui, c'est vrai que même pour les joueurs débutants, tant qu'on voit, on pense qu'on peut prendre, il faut prendre. Et si après, bah, le joueur a vu quelque chose et on perd, bah, c'est que voilà, il a mieux calculé, a bien calculé, il faudra faire attention la fois d'après. Mais quand on pense que la pièce est en prise et qu'on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas la prendre, il faut la prendre. Hein. En mais débutant, là, on toujours. pourrait quand même dire, si on regarde un peu ça de manière un peu en Toujours, prenant un toujours. peu de hauteur, c'est que si la dame prend le petit pion qui est en A3, Ouais. on sait que les 2 tours des blancs vont à un moment donné venir dans la colonne A et la colonne B, et que les noirs ont toujours un problème, c'est qu'ils jouent qu'avec une seule tour. Ah bah ça, oui, oui, ça, oui. Donc, quelque part, on s'était dit hier à la réflexion, quand il y avait Tigrane qui était là, et on se disait, oui, mais si on ouvre des colonnes pour les blancs, Ouais. en regardant là, ça peut potentiellement être à long terme pas la bonne solution. C'est comme ça qu'on Ouais, non, avait. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est très tendu. Mais à un moment, s'il peut le prendre, peut-être qu'il faudrait, en fait. S'il a hésité, tu vois, ça peut être un regret. Ouais, c'est ce que je pense, si c'est possible, en tout cas. Allez, Après, on avance. juste, on va avancer juste Tour parce que B8, cavalier O2. Ouais. non, mais il y a The Real Coco Lastico qui vient d'arriver et comme il est là depuis tous les jours là et que, enfin, il commence à être souvent présent, on veut lui dire bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez aller cliquer sur follow dans le Twitch pour être prévenu de quand on sera en direct. On a décidé, malgré l'arrêt du tournoi, Hmm. d'être présent tous les jours à 13h pour vous parler échecs pendant ce confinement parce que bah, ça fait passer le temps et c'est ça qui est agréable quand on est joueur Ouais. d'échecs. C'est que regarder des échecs, le temps passe plus vite. Donc on continue, on est sur la partie Maxime Vachilagrave Ouais. à les blancs contre Nepo avec les noirs et on regarde comment le français va étouffer le russe. Voilà, donc les chances de Nepo, c'est clair que ses meilleures chances, c'était dans cette phase de jeu-là, qui est là. Donc les deux coups là. Tu sais, dame A5, tour B8 et maintenant. En fait, c'est le moment vraiment critique. Parce que, en fait, il va prendre la décision de jouer C4, de fermer. Qui paraît bien, on l'avait dit. Pourquoi? Parce qu'on voit pas trop ce que font les blancs tout de suite. C'est pas si évident. Et finalement, c'est peut-être ce qui a causé sa perte parce que le déroulement de la partie a prouvé que les blancs étaient clairement mieux. Donc là, c'est peut-être la dernière fois où il pouvait changer le caractère de la position. Au moment où il fait C4, il choisit le schéma en fait. Hein. Donc là, c'est un choix très important. Et ça, on peut le dire pour les débutants, que à terme, les coups de pion critiques comme ça, comme fermés, ou même échangés, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait. Hein. Ce sont des coups très très importants qui vont changer complètement la position. On joue pas sans avoir réfléchi ce genre de coup parce que ça change la structure. Ouais. Et quand on change la structure, on sent un pion, il revient pas en arrière. Exactement. Donc, la structure va être bloquée à la fin de la partie. C'est exactement comme un échange. Hein. La pièce, elle revient pas sur l'échiquier, sauf si on fait promotion. Donc, Ouais. donc c'est pareil. Non, mais c'est Ouais. ça qui est important. Quand vous débutez Et- aux échecs, prenez extrêmement soin de votre structure de pion. On a fait ouais. plein de conférences là-dessus. Je vous renvoie vers les conférences. Quand vous comprenez la structure des pions, comment vos pions sont positionnés, vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation. C'est tout à fait Donc, ça. là, le russe pousse le pion. Et vous voyez bien que les chaînes de pions se font face à face et plus rien ne va se passer. Quoi. Ça va bloque, quoi. Ça fixe. Là, ça fixe, mais ça ouvre une diagonale. La diagonale qui va de A3 jusqu'au roi là-bas en F8. Oui, ça c'est vrai. Hein. Et ça, vous Parce allez qu'en voir fait, que c'est ça qui va aussi amener la perte du russe. mais parce que tant que le pion est là avec un cavalier ici, le fou à 3 c'est pas encore trop grave. Par contre, dès qu'on avance, la diagonale elle est ouverte. Quoi. Ça c'est dramatique après. On peut rajouter pour l'histoire des pions que quand on apprend les ouvertures, souvent il y a la structure de pion de l'ouverture. Et après, les idées. Mais après, tout ce qui est coup de pion qui sortent des schémas qu'on a étudiés, c'est la même chose. Il faut vraiment bien réfléchir avant de les jouer. Et bien voir l'utilité que ça a. Avantage, inconvénient toujours. Ok, c'est 4. Donc peut-être une erreur du russe, mais sa position, comme on a dit hier, devient plus simple parce que le plan est clair. Maxime va jouer Rock, dont on n'était pas sûr du tout hier.
mais qui finalement a fait ses preuves. Donc tour B6. Tour B6 c'est pas mal, hein. On se met en défense du pion et du cavalier. C'est un bon coup d'amélioration. Maxime là va jouer un petit coup tranquille, dame C2. Ça donne des idées de dame H7. Et ça permet donc de doubler les tours, comme on va voir qu'il va faire après comme ça. Voilà, quand on bouge la dame et qu'on monte la dame sur la deuxième, en général, quand on est dans les ouvertures, c'est toujours pour lier les tours. Et là, il y a une colonne et une seule qui est ouverte, c'est la colonne B. Et donc, on va essayer de doubler les tours, donc mettre les deux tours dans la colonne. Parce que, je vais vous le répéter jusqu'à la fin de la partie, la tour en G8, c'est comme si elle n'était pas là. Donc, il faut faire parler ces tours, en fait. Ouais. Et ici, bon, il n'y a qu'une colonne, donc c'est pas évident non plus de les faire parler si facilement, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, quoi, hein, pour bloquer. Et pour le moment, on en a parlé hier aussi, mais F4, F5, c'est pas trop d'actualité parce que pour le moment, les noirs sont prêts à réagir avec F5. Hein, on avait dit normalement, ça c'est bon parce que. En fait, on n'a plus la case F4 pour le cavalier, donc c'est un petit inconvénient. Alors que si les noirs jouent F5 eux-mêmes, si on fait par exemple Dame C2 qui font F5, là déjà on a l'option même de laisser, parce qu'on a un beau cavalier ici, et l'option de prise est pas si inintéressante, pour la même raison, c'est qu'on a ce cavalier F4. Hein. Voilà. Et ça, il faut toujours avoir à l'idée, parce que c'est pareil, les ruptures dans la position, il faut toujours avoir une idée sur ce qu'on fait. Hein, ça Rémi, si tu veux le reformuler, tout ce qui est rupture, il faut toujours avoir une idée, un calcul, comment on va réagir sur les ruptures. Donc ici, les ruptures, si on a les blancs, les ruptures des noirs, c'est F6 ou G6. Ouais, les ruptures, c'est les ruptures des chaînes de pions. Des chaînes de pions, voilà. Tout ce qui est G6, F6, il faut toujours avoir une idée de ce qu'on joue. Bon, là, G6, c'est facile parce qu'il y a le pion H6. Mais F6, il faut quand même avoir vu que des fois, c'est un placement d'une bonne pièce qui va nous donner un avantage. Des fois, c'est autre chose. Hein. Donc la suite de la partie, tour H8. Donc tour H8, pareil, c'est... Malheureusement, quand il joue tour H8, il donne une indication qu'il n'a pas de plan clair. Hein, il empêche juste dame H7, qui est pas une mauvaise idée, mais comme on l'avait dit, peut-être qu'il peut commencer par roi 8, parce que dame H7, c'est pas vraiment une menace, qu'il y a cavalier F8. Mais bon, en tout cas, les noirs ont une position difficile, donc ce serait très compliqué de proposer quelque chose comme ça en 2 minutes. A4. Donc là, il joue A4, il prépare cette manœuvre. Arrivée du fou sur la grande. Ça, on sent que ça va être bon d'avoir le fou. Exact. Pour une meilleure diagonale, quoi. Voilà, il aura une super diagonale et il pourra échanger le bon cavalier au bon moment, comme on verra dans la partie. Roi E8. Donc là, il fait ce que je disais avant, c'est que le roi doit trouver une case et comme on ne peut pas pousser ni F ni G, le roi il doit entre guillemets essayer de venir en D7, mais c'est quasi impossible à le faire. Ou en C7, mais pareil, il serait sur case noire, c'est pas génial. Et là, en fait, Maxime aimerait bien jouer fou C1, mais là, il y aurait peut-être tour prend. Ça, c'est un problème. Hein, ce truc-là, malheureusement, est un problème. Ah oui. On ne peut pas donner A4. Ouais, c'est un problème. Et là, il a trouvé un super coup, c'est tour B4. Très joli coup. Et il prépare l'arrivée de la deuxième tour. Ce que les noirs aimeraient bien jouer, c'est tour prend. Mais le tour prend, c'est terrible. Voilà, le souci, c'est que après un coup comme B5, fou B4, le fou devient monstrueux. Quoi. Ouais. Et c'est très difficile à jouer. Des super cases, une super grande diagonale, et surtout le pion qui avance. Voilà, et il n'a toujours pas de roi. Donc en fait, ici, il n'y a toujours pas de roi, donc il aimerait peut-être bien jouer, tu vois, ça. Mais le fait que le roi n'ait pas de case, ouvrir les deux lignes, c'est bon pour la tour. Hop là, pour la tour noire. Du coup, c'est très difficile à envisager, parce que le calcul doit montrer que les blancs sont hyper bien. Quoi. Alors, je sais pas si on commence par tour B1 ou on joue fou B4 quand même, mais dans tous les cas, ça a l'air bien. Et du coup, le russe n'a pas osé faire ça. Il a juste joué cavalier C6 pour forcer la décision de la tour blanche. Là, c'est maintenant. Alors voilà, là, c'est maintenant qu'il faut vous accrocher. C'est maintenant qu'on va vous expliquer. La force de Maxime, elle est ici, quoi. La force, elle est là. Elle est maintenant sur les 3 prochains coups. Ouais. Si vous arrivez à vous accrocher aux explications, et on va essayer de le dire calmement et simplement, vous allez comprendre pourquoi c'est Maxime qui gagne à la fin de la partie. Ouais. C'est vraiment maintenant que c'est en fait. Et il lui fait F4, quoi. F4. En fait, on a dit que le cavalier E7 défendait contre ce F4. Maintenant, il a bougé. Donc là, on attaque et on est prêt à donner
La qualité, c'est quoi? C'est quand on donne une tour pour une pièce mineure. Donc une tour contre un fou ou un cavalier. On sait que la tour vaut 5 et fou ou cavalier, c'est plutôt 3 points. Donc du coup, c'est une concession au niveau du matériel, mais il a une très forte attaque. Enfin, la dame est obligée de reculer, certainement. Et là, il peut jouer B5, il fout B4, le roi n'a plus de cases, F5 après, le cavalier en D7 est très mal placé. C'est une super position, quoi. Une super position, vraiment. Et je crois même que c'est déjà peut-être presque gagnant, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que là, vous voyez que si on comptait les points aux échecs avec la règle des points, ben, les noirs ont plus de matériel, ils ont un avantage matériel, mais cet avantage matériel, il sert à rien. Et dans cette position, c'est bien les blancs qui vont gagner, même s'ils ont du matériel en moins. Voilà. Ça, c'est quand on débute, on se dit tiens, j'ai du matériel en plus, je vais gagner. Non, non, ça compte pas au point les échecs. Non, c'est une analyse globale. Voilà, c'est une analyse globale, exactement. Voilà, donc le problème du roi, le problème d'une tour qui joue pas, des autres pièces qui sont pas forcément exceptionnelles, et les pièces blanches, bah, la tour sur la colonne qui va s'ouvrir, le fou qui peut venir sur les cases noires, bon, hop là, il peut aussi venir en A5 quelquefois, si la tour est peut-être prenable, et après la dame est prête à rentrer en G6 après l'échange, et puis j'enlève pour remettre, et ce cavalier peut aller en F4, ou peut-être venir soutenir derrière les pions ici, donc c'est juste... ça veut dire que stratégiquement, les pièces des blancs ont plus d'activité, ont plus de cases, ont plus d'attaques, et que les pièces des noirs, elles sont un petit peu, on va dire, à la ramasse, quoi. Voilà, donc, ça. même s'il y avait une différence matérielle, elle serait en faveur des blancs sur le jeu, quoi. C'est-à-dire que le jeu, c'est facile pour les blancs. Donc, ça veut dire, si je reviens juste 2 secondes, c'est que le Maxime, quand le Russe lui attaque sa tour avec le cavalier, Maxime dit vas-y, viens prendre ma tour, j'ai aucun problème avec ça, parce que j'ai mieux compris, et donc je joue F4. Et vous allez voir ce que va répondre le Russe. Le Russe, il prend pas la tour. Ouais, il revient en E7 parce qu'il sait que ce cavalier est hyper important en défense. Quoi. Il a été pour prendre la tour. Et là, Maxime dit, mais vas-y, prends ma tour, j'ai pas peur, je joue F4. Et là, il revient avec son cavalier en disant, bon, ok, d'accord, peut-être j'ai pas très bien compris. Mais là, c'est déjà une grosse concession, je veux dire, psychologique. Il a donné 2 coups gratuits. Parce qu'il a joué un coup, il est revenu, il a rien fait d'autre. Et nous, pendant ce temps-là, les Français, on avance tranquillement nos pièces et on progresse. Et donc ça doit être dur dans la tête c'est assez dur dans la tête du Russe. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il a clairement 2 tempos dans cette position, c'est dur. Après, si ça tient, pourquoi pas. Mais là, a priori, c'est pas évident. Comme on voit dans la partie, il joue tour F1, il vient sur la colonne. Donc là, il complète le fait d'avoir doublé les tours. Ouais. Donc, imaginez-vous bien que cette position au niveau des noirs, c'était la même il y a 2 coups, sauf que maintenant on a un pion en F4 et maintenant on a les 2 tours dans la colonne. Voilà. Et là, les noirs vont jouer F5. Alors là, il faut 5 minutes. Dans 5 minutes, vous allez avoir tout compris. Il faut vous accrocher. C'est maintenant que la position, c'est ce qu'on appelle le moment critique. Maintenant que la bascule. Et on avait les débats hier sur prise en F6. Voilà. Et moi, je pensais qu'il le ferait jamais. Il l'a pas fait, hein. Mais il s'avère qu'a priori, d'après les analyses qu'ils ont mises après, c'est quand même le meilleur coup sur l'ordi, t'imagines? Mais humainement, c'est pas du tout le meilleur coup. Ça il faut aussi. Voilà. C'est juste pour te dire par rapport à ce qu'on disait hier, parce que c'est quand même intéressant. On avait dit prise, c'est intéressant, mais ça laisse du jeu au noir. Et des fois, il vaut mieux jouer un coup peut-être un peu moins bon par rapport à l'ordi, mais où l'adversaire n'a pas de jeu. Donc ça, et ne pas laisser le contre-jeu. On joue pas comme des ordinateurs, ça sert à rien de regarder les ordinateurs dans ces cas-là, peut-être à la fin pour regarder, on est d'accord. Mais là, il faut comprendre. Et là, ce que Anthony s'apprête à vous expliquer, et Anthony, il va falloir que tu arrives à résumer les 2 manières de voir les choses. Est-ce que le pion peut prendre en passant? Enfin, il peut prendre en passant. C'est qu'est-ce qui se passe quand le pion prend en passant? Et qu'est-ce qui se passe s'il prend pas en passant avec le nouveau levier G4? Une fois que vous avez 2 manières de voir les choses, vous allez voir comment Maxime choisit une manière de concrétiser et va gagner la partie. Dans quelques coups, la partie est finie. Ouais, en quelques coups, c'est déjà catastrophique. Allez, vas-y. Alors, la différence entre les deux, bon, on peut déjà dire, pour ceux qui ne connaissent pas la prise en passant, que c'est quand le pion est sur sa case de départ, il avance de 2 cases. Alors à ce moment, s'il y a un pion qui est juste à côté, il a le droit de prendre comme si le pion avait avancé d'une seule case. Donc, c'est une possibilité qu'on a quand le pion avance, donc c'est de prendre comme ça. Mais on doit le faire immédiatement au coup où l'adversaire joue le pion.
Hein, on peut pas genre jouer un autre coup, il bouge et après, prendre maintenant, ça on ne peut pas. ça n'existe pas. Donc ça, c'est la prise en passant. C'est tout de suite ou jamais. C'est tout de suite ou jamais, voilà. Voilà, et c'est au moment de la case de départ, parce que c'est le seul moment où on a la possibilité de jouer de 2 cases. Et donc là, voilà, si on ne prend pas, on va d'abord commencer par si on ne prend pas. En fait, c'est le cavalier reste en défense. Ça n'ouvre rien. Par contre, on peut se dire, mince, si je prends, j'ouvre le roi adverse. Mais en fait, comme tu le dis, on a encore ce levier G4, donc le roi peut encore être ouvert. Oula, G4 pas là. Et du coup, si on compare ça à la prise, donc la prise ici, on va prendre du cavalier. Là, on active un cavalier, tu vois. Le cavalier vient, il a une belle case en E4, il peut attaquer, il attaque le pion H5, et en plus, on donne aussi une case au cavalier E7 en F5. Donc en fait, peut-être que d'un point de vue analyse claire, il y a une méthode, il y a une ligne. On avait dit qu'il y avait peut-être un truc pour les blancs. Un calcul, mais on le voit pas. Un calcul très précis. Mais en fait, quand on va dans ce genre de ligne, ce que j'ai souvent vu avec les joueurs, c'est que quand on n'a qu'une seule ligne qui est bonne, et que l'adversaire a du jeu, on peut ne pas la trouver en fait. Alors que dans l'autre, si tu prends l'autre, où on laisse fermer, donc l'adversaire n'a pas de jeu, et on est juste mieux partout, quoi. Enfin, on a des coups très simples, on va le voir dans la partie, c'est des coups très simples. On a le levier G4, on a l'idée de faire tour B5 pour progresser à l'aile, et on a ce fou C1 x3. Donc là, c'est très très clair ce qu'on fait. Par contre, il faut bien se dire qu'il faut peser le pour et le contre. Là, on peut estimer que clairement, les blancs ont de grandes chances de gagner rien qu'avec leur position comme ça, sans prendre en F6. Donc pourquoi donner du jeu à l'adversaire quand on peut quand même jouer de manière correcte pour le gain sans prendre? Et hier, on avait ce débat-là, mais moi, j'étais persuadé qu'il ne prendrait pas, à moins qu'il ait vu une ligne qui lui donnait un avantage décisif en 4-5 coups. Et puis là, en gros, c'était de se dire, voilà, depuis le début, on disait il faut ouvrir la position, il faut ouvrir la position. Donc moi, je me disais, allez, on va ouvrir, et non. Mais non, en fait, parce que c'était redonner la possibilité au noir d'avoir des coups. Des ressources, on va dire des ressources même. Des ressources. Alors que là, en fin de compte, maintenant, là, si on ne touche pas à cette structure de pion, mais les noirs, ils vont quand même être bien embêtés avec les coups. C'est-à-dire que nous, les blancs, le français peut améliorer sa position petit à petit. Avec les flèches que tu as dessinées, c'est très très clair. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont bloqués en fait. Et c'est ça qui est magnifique aux échecs. C'est que là, il n'y a pas de pion en moins, il n'y a pas de cas, il y a rien. Matériellement, c'est égalité. Et pour autant, tellement Maxime a bien joué et va bien manœuvrer ses pièces que dans 3 coups, le Russe, à part pleurer, il n'a pas grand-chose à faire. En fait, il y a une belle coordination chez les Blancs. Hein. Il faut bien noter ça, que vos pièces doivent jouer ensemble. Et là, en fait, on va dans une idée très claire. Colonne B, on maîtrise la colonne B, on a un potentiel pour les tours. On a le fou qui vient pour échanger le bon défenseur en E7, j'enlève les autres, pour pouvoir jouer G4. Et en échangeant le défenseur, on met la pression suffisamment sur F5 pour soit gagner le pion F, soit il prend et on rentre en G6, qui attaque tous les pions après. Donc c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Vous allez voir, on va jouer un peu. Mais c'est le moment où il faut comprendre en fait. Hein. Donc il a fait tour B5. Donc là, c'est ça. Dame A6, reculer. Bon, il n'a pas envie de prendre, hein, bien sûr, parce que sa tour en B6, elle bloque quand même les possibilités blanches. Fou C1, très bon coup. Et là, a priori, c'était le moment pour le Russe d'essayer G6. Il n'a pas fait, hein. Il a fait roi F7. Il a joué roi F7. Mais c'était le moment d'essayer G6 a priori. Ouais, bon, après, c'est pas évident, mais de jouer comme ça pour essayer de s'activer. C'était sa meilleure chance parce qu'il peut contrer G4, tu vois. Ça, c'était sa meilleure chance. Non, mais là, je pense que déjà, sur la partie, il sait plus où il habite. Oui, voilà. Là, c'était ça. En fait, il y a quand même toujours des ressources, hein, même quand on est. Il a un point d'avance au tournoi. Voilà. Il a choisi de jouer une française. Il a bloqué avec C4. Il y a tout qui est en train de. S'écouler dans sa tête. Hein. Et là, voilà, il fait roi F7 et à partir de là, par contre, là, je crois que c'est mort, hein, parce que fou A3. Et maintenant, boum. Donc là, G6, c'est plus possible. Enfin, ça n'a plus l'air possible parce qu'on a l'échange en E7 et G4 arrive, quoi. Donc là, il fait le seul coup qui paraisse logique. Enfin, sa tour. Et maintenant, on arrive à la conclusion. Donc, on prend prise et G4. Et là, si on regarde la position, ok, c'est peut-être pas clair pour quelqu'un qui débute, mais le roi est faible, le pion F5 est menacé et il n'y a pas de contre-jeu.
on n'a pas de coup, quoi. Le meilleur coup, c'est peut-être de revenir en F8, ouais, mais il l'a pas fait, il a joué tour prend B5, mais peut-être il faut juste défendre en F8 et espérer que ça tienne, quoi. Mais c'est vraiment pas beau comme position. Il a joué prise, 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 prise en F5, voilà. Donc là, intermédiaire. Pourquoi on ne prend pas la tour d'abord? Donc là, c'est assez clair, parce que quand on va prendre en F5, il y aura dame B3 intermédiaire. Ouh, ça fait mal. Hein, ça, il faut éviter. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on est gagnant stratégiquement, il faut encore calculer pour pas se prendre des pièges quand même. Hein. Ah oui. Parce on ne que, va pas au fusil, on calcule voilà. toujours en vérité que ce qu'on a réfléchi stratégiquement parlant. Ouais. Je fais juste un petit aparté. Ouais. Ça, c'est la différence entre la stratégie et la tactique. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire que calculer aux échecs. Alors, à petit niveau, aussi quand même, mais à ce niveau-là, tu ne peux pas faire que calculer. Il y a un moment donné, il faut réfléchir à se dire, ma pièce est plus forte que l'autre, je vais prendre tête diagonale, voilà. C'est ça la stratégie. Et à un moment donné, quand on veut exécuter une stratégie, eh ben, il faut se confronter à la réalité, à la tactique. Ouais. Et donc de se dire, ok, donc moi j'ai envie de faire ça stratégiquement, mais est-ce que je suis pas en train de louper, que je perds peut-être un petit pion, ou qu'il y a une case importante que j'ai loupée, où il pourrait jouer ça et je serais peut-être embêté. Donc il faut toujours faire attention, toujours vérifier tactiquement que votre exécution de la stratégie est valable. Ouais. Eh ben, dans la vie de tous les jours, ça marche aussi, mais aux échecs, c'est pareil. Sans stratégie, vous irez nulle part. Mais quand vous avez trouvé votre stratégie, il faut la valider qu'elle est réellement réalisable et que vous n'avez rien loupé. Ça, c'est super. Et là c'est d'autant plus important aussi qu'on donne un pion quand même en V5. Hein, on ne l'a pas dit, mais voilà, on donne un pion. Donc là, il y a quand même un pion éloigné. Donc il y a quand même des choses à calculer. Mais bon, après prise en F5, c'est très clair que les blancs ont de forts pions et que le roi noir est très très mal. Il a pris en B1, prise B1, et il a tenté EF5. Voilà, mais EF5, on voit bien la faiblesse en F5 qui est perdue. Hein, donc on va perdre le pion avec une très mauvaise position. Il fait cavalier G3, donc c'est pas mal, parce qu'il peut aller le prendre du cavalier. Ouais. Et là, il a joué dame B6, cavalier F5, échec, roi F8, et dame A1. Donc dame A1, ça permet de passer par A3, hein, et le roi est très très mal là-bas. Hein. Il a joué dame E6. A priori, il fallait tenter de pousser A5, mais bon, je crois que déjà ici, c'est perdu. Dame E6, cavalier G3, simplement, il revient. Là, il joue dame G4, il tente le tout pour le tout, le russe. Hein. En fait, ça se protège bien. Le roi et le cavalier se protègent. Voilà, donc c'est un joueur dynamique. Donc, mais même surtout ce petit pion, là, ce petit pion qui est en E5. Oui, c'est lui qui est très très fort, bien sûr. Et on va le pousser quand on va avoir envie, et c'est ça qui va... il joue roi G2. En fait, il faut savoir que roi cavalier, ça c'est un truc à savoir, ça défend très bien contre les échecs de la dame. Parce qu'en fait, ça prend la case ici, tu vois. Ouais. En fait, ça prend les cases à 2 cases, tu vois, en diagonale et sur les rangées et colonnes, tu vois. Ouais. Du coup, c'est très difficile de faire échec. Il faut faire échec au moins 3 rangées à côté. Ouais, il faut arriver à mettre la dame en milieu, donc, quand il y a un cavalier, pour défendre, c'est très très difficile de commencer à faire des échecs avec une dame seule. Donc retenez bien ça, roi et cavalier défendent très bien. Donc là, il a un bel échec ici après. Mais il n'a pas l'échec de l'autre côté. Quand je monte en H3, il faudrait qu'il fasse échec en H6, tu vois. À quel point c'est vraiment génial comme ça défend. Dame A7, attaque le cavalier, et là, bon, bah, c'est très difficile, fait roi E7. Et là, par une série de coups, il va gagner très facilement. Il va jouer dame A3, roi D8, dame D6. Donc là, il peut menacer de prendre, entre autres. Mais il menace aussi peut-être, alors peut-être pas tout de suite, mais de pousser le petit pion 6. Ah, si la dame s'en va, ouais. Il y a presque comme un zugzwang, quoi, à un moment, tu vois. Et le russe joue G5, bon, qui doit peut-être pas être le meilleur, mais bon, c'est tellement perdu. H plongé, H5. Encore une prise en passant, hein, Anthony, tu peux le remarquer quand même. Ouais, G7 et abandon, voilà. Bon, très 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 clair. Bon, là, il va à dame, hein, le pion. Hein. Il arrête juste pas. En gros, ce qu'il faut... Posez-nous des questions, là. Ceux qui sont arrivés, là, vous avez vu. On est là pour répondre à vos questions. On essaie d'être le plus simple possible, mais c'est vrai que des fois, on va vite. S'il y a des moments où on a été trop vite, dites-le nous. Profitez-en. Nous rejoignent pour la première fois pour aller cliquer en haut, là, sur follower de Twitch. Parce que ça veut dire que vous aimez bien ce qu'on fait. Et nous, ça nous fait plaisir. Et les chiffres augmenter. Donc, ça nous fait toujours plaisir. Mais allez-y, posez les questions. S'il y a des enfants, faites poser les questions aux enfants. Oui. On peut revenir à n'importe quel moment de la partie. Hein. Ah ouais. Mais c'est là,
on voit que ce genre de... C'est stratégiquement qu'il l'a tué, en fait. Oui, vraiment... comme je dis, le moment critique, c'est vraiment où il perd la partie presque. Hein. Bon, après, il y a des moyens de se défendre encore peut-être un peu, mais le moment un peu critique, c'est là, hein. C'est ce dame D1 ici, c'est là, les 3-4 coups ici jusqu'à C4 où il faut trouver une bonne idée, sinon c'est déjà... C'est peut-être déjà difficile, mais il faut chercher la bonne idée ici. Hein. Alors, il y a une question qui nous a été posée. Oui. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas. C'est The Real Coco Lastico qui a une super Coco Lastico. Et il dit d'autres commentateurs sur Internet, donc qu'est-ce qu'ils ont dit Libye, dit que dans la française, à part sur Grand Rock des Blancs, il ne faut jamais jouer C4. Êtes-vous d'accord? Alors, je propose une réponse du coach et après une réponse du grand maître. Ça te va, Anthony? Ouais. Alors, Libye, il a sûrement raison dans plein de choses, mais on peut jamais être aussi, pour moi, clair ou dire il faut jamais jouer C4. Alors, ça dépend. On reste toujours dans la même chose comme nous quand on dit il faut jamais faire ça. On dit que c'est dans la majorité des cas, qu'il y a toujours un petit 10-15% des cas où ça peut être quand même bon. Donc là on parle de jouer C4. Ouais. Et on joue jamais C4 sans qu'il y ait eu grand roc blanc. Ouais, donc c'est la manière dont de Rio le Coco Lastico le reformule n'est pas bonne en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a toujours des exceptions. Ouais. Ça dépend toujours de la position. Ce qu'il faut retenir un truc, c'est que dans des positions, le même coup peut être bon ou pas bon, alors que la position se ressemble vraiment de manière, c'est presque pareil. Et ben non, il y a peut-être une différence. Il y a quand même beaucoup de positions dans ces Winaver où les noirs font grand rock et où on fait C4 du coup avec les noirs quand même. Hein. J'ai moi-même joué. Hein. D'accord. Ouais. Je pourrais même montrer des parties, mais si je reviens, je sais pas si je pourrais retrouver une variante un peu théorique où C4 a été joué, mais moi c'était dans Dame A4 je crois. Alors tu vois ici, en fait, on peut jouer ce Dame A5, Fou D2, Dame A4. Et là, sur Dame B1, le coup principal c'est C4. Voilà. Déjà, ça réfute complètement ce truc, c'est qu'il y a une variante théorique où là on a des centaines de parties jouées par des grands maîtres à 2700 où on fait C4 sans qu'il y ait eu grand roc blanc. Voilà. Donc ça c'est déjà... donc il faudrait revoir... après, Fabien est très bon, hein, donc peut-être c'était formulé autrement, ou c'était un cas particulier, mais il y a des variantes théoriques comme celle-ci, où on fait C4 sans le grand roc, parce que nous aussi, on va faire grand roc avec les noirs, dans la plupart des cas. Alors, je peux donner un exemple, par exemple H4... je sais pas, cavalier C6, H5, je montre la théorie. Hein. Après, on peut faire H6 ou fou D7. Voilà, c'est un exemple où on peut jouer fou D7, par exemple, ici, tu vois. H6. Voilà, ça, c'est un cas où on peut laisser H6, tu vois. J'en parlais tout à l'heure qu'on peut laisser en certains cas. Bah, ça, c'est un cas. Et là, tu vois, bah, imaginons qu'il y a E2, voilà, grand roc. Voilà. Et là, on voit bien que jouer C4 n'est pas si grave. Pourquoi? Parce qu'on a fermé pour que notre grand roc soit plus solide. On a fixé des petites faiblesses qui forcent un peu des pièces blanches à rester en défense. Et on peut jouer de l'autre côté aussi. C'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on est foutu. Pourquoi? Parce que le roi blanc, lui, n'a pas de destination dans celle-là, tu vois. Ok, il est en sécurité hein, pour le moment en D2 et tout, mais ça reste des positions très très complexes. Et ça c'est théorique. Alors attends, voilà, autre question. Voilà, pour répondre à la question. Il y a Artemis qui pose la question, c'est quoi la différence de classement entre Maxime et Nepo? Alors on va répondre de deux manières. Le classement maintenant dans le tournoi des candidats, et ben justement grâce à cette victoire, le Français égalise et revient en tête, premier ex-aequo avec Nepo pour ce tournoi des candidats. Je vous rappelle quand même que là, ils se battent pour que le premier ait la chance d'aller disputer le titre mondial contre le champion du monde, Magnus Carlsen. C'est ça le tournoi des candidats. Le premier, c'est important, les autres, en fin de compte, on s'en moque. Et la différence de classement, parce qu'il y a un classement de tous les joueurs d'échecs. Les classements des joueurs, hein. Qui évolue tous les mois, le classement un peu comme au tennis ou voilà, hein, dans un sport individuel. Et grosso modo, il n'y a pas de différence de classement entre Maxime et Pognacci. Peut-être il y a quelques points, mais c'est vraiment à ce niveau-là stratosphérique de jeu, parce que là on est en train de parler de personnes qui sont dans le top 10 mondial. Il n'y a pas de différence. En plus, ils se ressemblent bien. Ils jouent les mêmes ouvertures avec les noirs. La Najdorf, la Grünfeld, c'est un peu le même genre de joueur, donc...